cette table ronde, eh bien, j'ai le plaisir d'appeler nos intervenants. J'espère qu'ils sont là. Je pense que oui. Alors, voilà, donc j'ai le plaisir d'appeler Guillaume Poitrinal, je ne sais pas s'il est arrivé, président de WO2, Patrick Bouchin, qui est architecte et urbaniste. Également avec nous Paul-Emmanuel Loiret, qui est architecte, porteur du projet Cycle Terre à Sevran. Alexandre Chemetov, qui est architecte, urbaniste, paysagiste, qui a eu le Grand Prix de l'urbanisme. Et puis avec nous également Souleymane Ndoye, président du conseil départemental de Rufisque au Sénégal. Et nous serons en visioconférence avec Jana Revedine, qui est également architecte. Et j'espère qu'on va pouvoir la... Voilà, elle est là, Jana. Merci beaucoup d'être avec nous, Jana. Je sais que vous devez nous quitter dans à peu près 1 heure, donc on fera en sorte que vous puissiez évidemment avoir la parole avant que vous deviez partir. Tout de suite, on va commencer avec vous, Souleymane. On va parler évidemment de la ville, des territoires, et vous avez vous-même un projet à nous présenter. Donc voilà, on vous écoute. Merci beaucoup. Je voudrais tout d'abord remercier Madame la Présidente Valérie Pécresse, avant d'entamer mon intervention. Remercier pour nous avoir conviés à cette rencontre de haute facture qui parle quand même du dérèglement climatique, situation que nous vivons actuellement en Afrique. Récemment, vous avez entendu parler des inondations au Sénégal. C'est un phénomène mondial et nous disons qu'on parle de Covid, mais la vraie Covid, c'est le dérèglement climatique. Donc je voudrais vraiment témoigner de la qualité des rapports qu'entretiennent nos deux institutions depuis la reprise de ce partenariat. L'avènement de la Covid est un prétexte pour vous dire toute ma reconnaissance et la reconnaissance des populations de mon département pour nous avoir accompagnés, malgré la généralité de cette maladie. La région Île-de-France a été un épicentre, tout le monde l'a suivi. Mais vous avez pris sur vous la responsabilité de nous accompagner 2 fois de suite. Une première fois avec la reprise des enseignements scolaires, où le Conseil régional Île-de-France a fait une subvention très forte pour permettre à nos élèves de reprendre des cours. Mais récemment, avec une dotation de 100 000 masques chirurgicaux, ils ont permis aussi de doter à l'ensemble des communes des masques pour se protéger de cette maladie. Ces différents gestes empreints de solidarité nous ont marqués, et cela de fort belle manière. Donc je voudrais vraiment vous témoigner toute notre reconnaissance. Je vous remercie. Mesdames et messieurs, j'ai le plaisir d'intervenir sur le thème Terre et ville, organiser l'espace en respectant l'homme et la nature. Mon intervention sera articulée autour de 3 points. Une situation de l'Afrique de l'Ouest dans la problématique énergétique et partant du climat. Concernant cette situation, il faut dire que c'est une partie du continent qui se trouve dans une dynamique de pauvreté énergétique, dans l'abondance. Je m'explique. Le potentiel en énergie solaire et en bioénergie dont dispose le continent pourrait largement permettre une distribution correcte de celle-ci et même dans une perspective de coopération interrégionale, l'alimentation même de nos pays voisins. Cependant, l'exploitation pose des préalables auxquels le profil de pays en développement ne permet pas d'apporter des réponses adéquates. En réalité, en Afrique, actuellement, il est moins question de la disponibilité de l'énergie que de la problématique liée à son accès. La question qui se pose est celle de savoir comment les pays en développement peuvent créer une trajectoire énergétique moins polluante et innovante en vue de pallier les difficultés propres à l'accès à l'énergie. Pour répondre à cette exigence, le premier défi doit être d'abord d'opérer une rupture dans la démarche et la vision des politiques publiques, d'opérer une projection dans le long terme, mais de renouveler le circuit de financement dans ce cadre. C'est dire par là que le sous-développement n'est plus un prétexte dans la posture des pays en développement quant au changement climatique. La marche de l'Afrique vers la résilience climatique est encore parsemée de difficultés de nature diverse. Seule l'articulation entre les secteurs de développement et la problématique posée ici peuvent donner lieu à une réelle opportunité de changement. Pour le cas du Sénégal, le réchauffement climatique, à l'instar des autres pays d'Afrique, est à l'origine du retard de la croissance économique, particulièrement pour les classes vulnérables. Les secteurs les plus touchés par ce changement climatique restent l'agriculture, l'élevage, la pêche.
qui sont les principaux leviers de l'économie. Ces secteurs emploient une importante part de la population active et contribuent fortement au produit intérieur brut. Les agriculteurs sont confrontés à plusieurs contraintes du fait du dérèglement climatique, comme les chocs climatiques, l'acidité des sols, la détérioration et l'appauvrissement en éléments nutritifs aussi des sols. L'agriculture s'appuie principalement sur la main-d'œuvre familiale. Ainsi, le secteur agricole est considéré vulnérable au changement climatique, ce qui rend problématique la réalisation des objectifs de développement durable. Le réchauffement impacte également le secteur de l'environnement, avec notamment les menaces d'érosion sur les côtes de Dakar, de Saint-Louis et de Ziguinchor. Parallèlement, la qualité de l'eau s'en ressent, entraînant des problèmes de santé conduits par son usage, surtout dans les zones rurales. Dans mon département, des facteurs subventionnés, il y a l'avancée de la mer et l'érosion côtière, menant sévèrement des communes. La proximité dans la cohabitation avec les industries et les populations est à l'origine aussi de beaucoup de problèmes environnementaux. Cette panoplie de conséquences n'est pas inconnue des politiques publiques de l'État qui sont dans une dynamique d'adaptation au changement climatique en intégrant cette donne dans l'élaboration de leurs programmes et plans. Pour aborder la phase de résilience face au changement, aussi bien les programmes internationaux et nationaux, l'État et les collectivités territoriales s'approprient toute cette problématique et mettent en avant des stratégies afin de faire face à ces phénomènes. Cette dernière composante me permet d'aborder la réponse de l'État du Sénégal à la problématique du changement climatique. Conscient de son impact sur les secteurs primaires d'activité, l'État a pris en compte cette dimension dans la déclinaison de ses politiques. Les stratégies mises en œuvre dans la politique du plan Sénégal émergent afin d'équilibrer la cohabitation homme-nature s'adossent sur deux dimensions, à savoir les actions d'atténuation des émissions de gaz à effet de serre et les actions d'adaptation au changement climatique. Dans le secteur tertiaire, on note les nouveaux impacts du changement qui affecteront les villes en augmentant leur vulnérabilité en termes de planification. Fort de ce constat, la nouvelle ville de Diamniadio, toujours dans le cadre du plan Sénégal émergent, a été conçue à partir d'un plan d'aménagement résilient face aux risques climatiques éventuels. Elle a intégré les modalités nécessaires à une meilleure intégration des différentes parties prenantes, tout en faisant de la planification durable du territoire un défi de taille. À la fois partenaire et bénéficiaire des activités de l'initiative des villes durables, le pôle urbain de Diamniadio constitue un bel exemple de projection dans la conception et la mise en œuvre des politiques de développement. Parallèlement, le pôle urbain du Lac-Rose et de Daga-Kholpa, dont mon premier vice-président aura l'occasion d'intervenir sur cela, ont été érigés dans le but d'équilibrer cette urbanisation galopante avec ses aléas de la nature. Se donne comme objectif de protéger, de mettre en valeur et de développer les espaces remarquables tout en maintenant une dynamique économique dans l'approche. Aujourd'hui, le Conseil départemental s'inscrit dans cette vision avec la volonté de mettre en œuvre le projet Smart City, s'inspirant du modèle francilien de la Smart Région. Le CDR veut répondre aux préoccupations actuelles liées à l'accès à temps réel des informations concernant le développement en pleine mutation. Parallèlement, la mise en œuvre d'un système d'intelligence et d'animation territoriale, SIAT, est en cours de mise en œuvre dans une perspective beaucoup plus locale et expérimentale, afin de mettre à disposition et d'animer une plateforme identifiant et regroupant tous les acteurs de développement du département. Dans la même lancée, le projet de marketing territorial est également une innovation en matière de développement économique local, à travers des activités génératrices de revenus et d'emplois. Il interviendra également dans le domaine du patrimoine, du tourisme et de la culture. Ce projet, dont le démarrage est imminent, va permettre la participation effective des élus et administratifs du département dans le projet de ville intelligente et durable en cours dans le territoire. À l'image donc de la nouvelle ville de Diamniadio qui allie attractivité industrielle, économique et amélioration du cadre de vie, le projet d'organiser l'espace en respectant les hommes et la nature trouve son champ d'expression dans le département. D'ailleurs, les projets de développement futurs devraient, dans cette logique, d'intégrer les dimensions liées au climat et à l'énergie, afin de se hisser aux exigences actuelles auxquelles le réchauffement de la planète nous soumet. À la fin de mon intervention, la question qui se pose naturellement est de savoir les raisons pour lesquelles l'Afrique de l'Ouest, en particulier le Sénégal, peine encore à trouver des bases solides de réponse face à cette problématique plus que préoccupante.
sans doute le peu de place laissée à l'intersectorialité dans la gestion du changement climatique y joue un rôle déterminant. Le décloisement des interventions et la transversalité des programmes est une réalité dans la mise en œuvre des actions pour cette lutte. Les réalités physiques et économiques sont tout aussi décisives. Néanmoins, force est de constater que les interventions autour de cette problématique souffrent d'un manque d'harmonisation et de fédération des énergies afin de permettre aux hommes de mieux vivre dans un environnement protégé. Mesdames et Messieurs, Madame la Présidente, je terminerai cette communication en lançant encore une fois un appel à la conjugaison des efforts. Je réaffirme que le défi lié au changement climatique, dans ce que l'on peut appeler un village planétaire, passera nécessairement par une mobilisation forte autour d'un cadre alliant les volontés et les ressources de toutes les parties prenantes autour de cette problématique. Et pour ça, on tirera la conclusion, c'est le temps de l'action. Je vous remercie. Merci beaucoup, merci Souleymane. Merci pour tous les projets que vous développez, pour tous ceux que vous avez encore, et je sais qu'ils sont nombreux, on en a discuté ensemble. Donc justement, d'ailleurs, comme vous tous qui êtes ici à cette table ronde, vous avez tous fait des réalisations plus extraordinaires les unes que les autres. J'ai regardé un peu en préparant justement les magnifiques réalisations que vous avez tous pu faire. Et c'est vrai qu'on a envie de vous entendre justement sur cette ville nouvelle, cette ville de demain qui va concilier, on va dire, justement les aspirations des hommes et puis la nature. Comment est-ce qu'on peut y arriver? Parce qu'on sait qu'on est quand même encore beaucoup dans la métropolisation. Est-ce que ça va s'arrêter? Est-ce que cette crise du Covid, elle nous emmène sur autre chose? On a vraiment envie de vous entendre. Cette table, elle n'est pas très équilibrée, gestion homme-femme. Et justement, du coup, je vais commencer avec vous, Jana. Surtout vous devez nous quitter, on le sait, à 16h30. Voilà, je crois que vous connaissez pas mal les intervenants de la table. Alors, Jana, on va vous entendre justement sur cette ville de demain, cette ville qui devra concilier la nature et surtout mettre l'humain au cœur quand même. Merci beaucoup Isabelle et merci Madame la Présidente Valérie Pécresse pour cette invitation prestigieuse, mais au-delà d'être prestigieuse, elle est urgente. Souvenons-nous qu'en 1920, ça fait 100 ans, le mouvement nordique réformiste, l'Allemagne et les pays scandinaves, militent déjà depuis 20 ans pour, citation, civiliser le monde moderne au rythme des sociétés en changement. Gropius et son Bauhaus trouvent l'élan en 1918 après la guerre perdue par l'Allemagne, et la chute des monarchies 200 ans plus tard que la Révolution française quand même, mais beaucoup plus avant que d'autres pays européens, de réellement forcer cette société en changement par l'ouverture de l'architecture aux femmes. C'est un changement quand même radical de l'éducation et de la formation de l'architecte. Ça maintenant inclut toute la population, toutes les minorités religieuses, ethniques. Le Bauhaus nous enseigne que les changements est possible même si c'est petit et même peut-être que ça reste pas pour toujours. 100 ans plus tard, 2015, les COP de Paris, souvenons-nous, ça fait seulement 5 ans, appellent nous tous, les architectes, les urbanistes, les paysagistes, tous les gens, les femmes et hommes du métier, à l'alignement face à un autre grand changement, pas seulement social, mais des écosystèmes. Et c'est un succès. 5 ans plus tard, aujourd'hui, 2020, c'est pas seulement les sociétés, les écosystèmes qui sont en fort changement, mais c'est les économies qui sont en changement. Et justement, l'intervention de notre prix Nobel pour la paix nous témoigne de son point de vue qui est beaucoup plus large que le mien. À mon avis, c'est pour 3 raisons. Car, quelle définition donnons-nous aujourd'hui à la productivité? C'est quoi la productivité? Bruno Latour, notre collègue français, nous pose cette question aujourd'hui. Seconde, quelle dimension politique donnons-nous au temps? Et c'est
mon cher ami Hartmut Rosa de l'école de Francfort, qui nous pose cette question depuis 20 ans. Pourquoi nous faisons toujours plus de choses dans toujours moins de temps? La troisième, quelle performance donnons-nous à l'espace public? C'est notre métier quand même, ça. Hein? Henri Lefebvre, même pas architecte, mais il nous enseigne cela depuis 50, 60, 70 ans. L'espace public n'est pas seulement urbain. L'espace public est partout. Il est rural, il est de tout le territoire d'un pays. Donc, comment traduisons-nous les besoins de redéfinir une productivité, de respecter le temps dans notre domaine, créer les espaces pour tous. Et tout cela crée ces espaces pour tous dans des processus d'expérimentation ludiques, surprenants, partagés. Donc, je vous appelle à aligner nos forces, trouver des synergies entre les sciences, les arts, les métiers. C'est la vraie définition de notre profession. L'architecte qui est chercheur, qui est professionniste, qui est enseignant, qui est écrivain. On peut avancer ces trois dimensions suivantes. Et là, je vous donne trois pistes très rapidement, parce qu'après, j'ai hâte de vous entendre à mes collègues. Des pistes très pragmatiques, pas du tout philosophiques, pas du tout théoriques. Reste encore avec le temps, première dimension. Après, je passe au faire et aux besoins. Les temps langues. Comment on retrouve les temps langues? Moi, je pense on le retrouve par distance courte. Le résultat peut être la ville lente. Elle témoigne de la pensée de beaucoup de gens avant nous, surtout les penseurs et les architectes, les créateurs et les urbanistes des années 70, la première crise qui a battu tout notre globe, la crise du pétrole des années 70. Christopher Alexander, Jane Jacobs, Jan Gehl. Et la ville lente, aujourd'hui, à Paris, on parle beaucoup de la ville à 15 minutes, elle devrait se souvenir peut-être, elle est citée, ces grands pionnières de respect profond du temps langue. La seconde dimension, le faire, que j'aime beaucoup. Nous, les architectes, sommes des homo faber, comme Hannah Arendt le définit. Le faire, ça peut-être peut se réinventer pour la ville du rencontre, la ville de la mixité sociale. Déjà, Max Weber nous enseigne ça fait 100 ans. Que la bonne urbanité, le bon lieu de vivre ensemble, c'est pas par grandeur ou densité, c'est par la mixité sociale. Donc, comment trouver un résultat pragmatique très direct? Ça sera la ville de cet homo faber. On explore des ressources locaux. On va entendre de ça par mes collègues. Et on explore des savoir-faire individuels, mais pas seulement des gens du métier, mais de tous les gens, de tous les habitants, de tous les usagers, de tous même les gens en visite. Et il faut, après, les transformer dans des actions d'ensemble, dans le partage et dans, voilà, l'expérimentation. C'est pas si simple dans un pays comme la France, je le sais, mais avec des petites interventions, Patrick va en parler sûrement, on y arrive. Troisième et dernière dimension, les besoins. Et on s'engage dans les responsabilisations des communautés, comme Ferdinand Tonnes les appelle, les communautés, la petite famille, après quartier, après groupe d'intérêt. Comment on fait ça? Par l'écoute des besoins et par un changement qui, dans ce moment,
est tellement fort qu'on ne peut pas le voir. Le résultat peut être la ville attentive. Peut-être exprès, je ne dis pas la ville bienveillante parce que je trouve un mot un peu trop passive. La ville attentive et la ville créative. Chacun peut exprimer ses besoins en changement et changer la ville à mesure. Et cette ville s'insérit dans une région, dans la région où elle se trouve, et à la fin, dans tout son territoire. Donc, si c'est ville, village, communauté, commune, il n'y a pas de question pas de différence d'importance, mais seulement d'échelle. La ville de demain, donc, pour moi, Isabelle, elle est silencieuse, elle est verte ou bleue, comme on regarde toute notre planète depuis l'univers. Et dernière chose, elle va devenir, j'espère, lente. Merci. Merci, Jana. Merci, je pense qu'on peut l'applaudir. Merci pour cette très belle introduction et puis, introduction à ce sujet, très pleine de poésie aussi. Vraiment, merci pour vos propos. Alors, une ville silencieuse, verte ou bleue, lente. Qu'est-ce que ça vous inspire, messieurs? Je ne sais pas qui veut commencer, qui veut rebondir sur ces propos. Je sais que vous avez tous fait des réalisations, alors chacun donc, à votre niveau, soit avec le bas carbone, soit avec des espaces industriels qui ont été reconvertis, soit en associant davantage les espaces urbains et l'aménagement des jardins. Alors peut-être Patrick, commencez. Je vais intervenir après Jana, puisqu'on a fait des choses ensemble. Et comme elle développe le temps long, le faire, et puis voilà, ce qui est commun, on pourrait dire. Et comme moi, j'ai plutôt très tôt considéré que voilà, il fallait pas faire d'architecture et qu'il fallait éventuellement se mettre à construire. C'est-à-dire de dire, en fin de compte, l'architecture vient après. Il n'y a pas de forme préétablie, il y a une forme qui naît. Et très souvent, donc, tout le mal de l'architecture moderne ou contemporaine, c'est qu'elle est trop formatée. Elle est formatée par sa réglementation, elle est formatée par les procédures de la commande, et elle est formatée par voilà, même les modes de construction qui oublient l'ensemble des savoir-faire. Et donc très tôt, j'ai dit, peut-être que le temps long, dont Jana parlait, ça serait peut-être le temps qui détruirait le temps trop long de la bureaucratie. C'est-à-dire, est-ce qu'on pourrait avoir un temps de la construction qui soit plus long que le temps de la procédure. Et donc on construit mal et on construit sans plaisir. Et donc je me suis dit un jour, mais en fin de compte, le temps long de la vie doit remplacer, doit dépasser le tout, on pourrait dire, et le temps de la réalisation est un temps de la vie. Et donc pendant ce temps de la réalisation, c'est un temps de l'émergence de la forme et c'est un temps de la valorisation des savoir-faire. Et donc j'ai réintroduit ce que personne à l'époque ne faisait, et encore peu, c'est le plaisir de faire. Et non pas de construire au moment de construire, que c'est un acte de labeur, mais le plaisir de faire. Comment peut-on réintroduire un désir et un plaisir de faire pour construire quelque chose dont on voudrait que cette chose soit belle, on pourrait dire, ou bonne écologiquement. Et donc peut-être que dans l'écologie, il y a en effet le respect de l'homme qui construit, il y a peut-être l'expression des savoirs, et peut-être qu'il y a une imagination populaire qui fera apparaître que ce que devrait être la ville de demain, et non pas une ville formatée. Et donc, voilà, c'est le thème que je pense Jana a développé. Mais après, il y a une autre chose, c'est d'introduire la beauté. C'est-à-dire qu'on a eu avant, vous voyez, l'écologie, la solidarité, et très souvent, les formes qui sortent de la solidarité et de l'écologie, comme ce sont les formes de l'urgence, ou les formes de l'absence de moyens, ou les formes liées à la marginalité, on ne fait pas attention à l'esthétique. Et donc, c'est assez terrible que l'écologie n'ait pas produit une belle image, ou que la solidarité n'ait pas produit une belle image. Et donc, c'était de travailler, est-ce que la beauté fait partie donc de la solidarité et de l'écologie? Et donc, voilà, moi je n'ai pu faire que des petites choses, puisqu'en effet, pour expérimenter de cette façon, on ne peut le faire que si on connaît très bien son commanditaire, on ne peut le faire que si on peut choisir son constructeur, on pourrait dire, et qu'on connaît son utilisateur. Et connaissant son utilisateur, on connaît donc bien sûr ce qu'il représente. Et donc là, à la fin d'une vie, on peut dire, parce que j'en suis même à me demander si j'entends bien, parce que j'ai l'impression d'être sourd. Ça, c'est les masques. Oui, avant, c'est le masque. C'est pour ça que je l'ai retiré.
on pourrait se demander, si vous voulez, si on ne peut pas passer à une plus grande échelle. Voilà, et c'est la raison pour laquelle j'ai accepté, vous vous rendez compte, une mission sur l'architecture de la présidente de région Île-de-France. Voilà. Et alors, comme on ne peut pas, je pense, avoir une mission pour une mission, parce que c'est aussi ridicule que ce que j'ai décrié sur l'architecture, ça serait en fin de compte d'avoir une mission que s'il y a un objet. Et je pense l'avoir. Donc, il y a un objet. Alors, c'est quoi? C'est quoi l'objet? C'est un lycée. Puisque la région Île-de-France, peut-être que la construction la plus visible d'une région, ce sont les lycées. Et comme la région Île-de-France a entre 15 et 18 lycées à construire ou à réhabiliter dans le cadre du Grand Paris, on pourrait dire, tiens, si le lieu dans lequel on va enseigner à des futurs citoyens serait en même temps l'acte de construction de ces citoyens, ou disons de cette jeunesse qui devrait réfléchir sur la forme qui est bonne pour recevoir un enseignement, on pourrait l'appeler d'ailleurs les tiers-lieux du savoir. On pourrait presque dire que les grands tiers-lieux du savoir ou les grandes universités du savoir, ce sont peut-être les lycées de demain. Et on pourrait donc, en même temps, interroger l'enfance qui, elle, sera peut-être le futur utilisateur du lycée. Voyez, et donc, c'est peut-être pas s'adresser à quelqu'un qui est dans un lycée et qui ne verra pas le lycée construit, mais de s'adresser à quelqu'un qui, dans sa vie, se projette pour aller vers un enseignement. Voilà. Et donc, c'est un petit peu cette position que je pense qu'on devrait avoir, juste pour conclure, ouais. C'est qu'on doit déclarer, en effet, des actes pour se projeter. Ça, c'est indispensable, d'avoir un dessin, mais on doit tous les jours avoir un acte qui démontre que ce que l'on projette, on l'expérimente. Et c'est un peu ce qu'on a vu tout à l'heure avec les associations. Chaque association expérimente, mais souvent, on considère cette expérimentation comme étant à la marge et elle ne rentre pas comme une jurisprudence qui transformerait l'ensemble. Merci Guillaume Poitrinal. Alors votre vision, vous, de la ville de demain, qu'est-ce qu'elle devra comprendre? Évidemment, elle devra être faite avec des éléments bas carbone, on imagine. Oui, mais déjà, moi je ne suis pas pour la lenteur. Je pense qu'on ne peut pas aujourd'hui, de façon responsable, faire l'éloge de la lenteur. On a une urgence climatique devant nous, qui veut dire qu'il faut refaire la ville, qu'il faut trouver des nouveaux moyens de transport, qu'il faut trouver des nouveaux matériaux de construction. On va mettre 27 ans pour faire le métro du Grand Paris. Fulgence et Bienvenue, au début du XXe siècle, ont mis 5 ans pour faire le métro du Grand Paris. Donc proposer d'aller plus lentement, c'est inviter une bande d'alcooliques à prendre l'apéro chez soi. Nous sommes dans un monde de la lenteur, chère madame. Au moins, c'est clair. Qui, en effet, comme l'a très justement dit Patrick Bouchain... Oui, il a souligné Patrick, bien sûr. Aujourd'hui, empêche la transformation, ralentit la transformation, garantit les rentes de situation, garantit les injustices, accroît les inégalités sociales, les injustices sociales plus exactement. Je ne crois pas à l'égalité sociale, je crois à l'injustice sociale. Je crois à la justice sociale. Et aujourd'hui, au nom de tous ces jeunes qui ne sont pas là, au nom de toutes ces jeunes femmes, moi je lance un appel que je voudrais voir suivi par les grands architectes qui sont autour de moi, pour une immense accélération. Au contraire, une accélération de la construction bas carbone, une accélération de la transition énergétique, une interdiction du charbon, une taxation en Île-de-France de tous les produits issus du charbon, qu'ils soient manufacturés en Allemagne, qu'ils soient manufacturés en Chine. Si demain on arrête le charbon, sachez que le réchauffement climatique s'arrête. Ce n'est pas si compliqué que ça. Aujourd'hui, je vois qu'on continue à travailler avec du ciment. Le ciment est un polluant, il faut le savoir. Ça n'a jamais été dit parce que le ciment, nous on est fiers ici, il a été inventé en 1820 par un polytechnicien qui s'appelle M. Vicat. Et depuis, nous construisons en ciment, enfin en béton, avec du ciment. En fait, on a fait encore pire que du ciment parce qu'on rajoute du sable qui vient de plus en plus loin et on rajoute de la ferraille qui elle-même est évidemment pas bas carbone. Le ciment, selon Jean Jouzel, c'est 10% des émissions à peu près. Il existe des matériaux différents, des matériaux bas carbone. J'y consacre ma vie aujourd'hui et je suis heureux que Patrick Bouchain ait fait cette réalisation à Versailles, chantier, pour un client privé cette fois-ci, tout en bois.
Donc, oui, c'est magnifique, hein. C'est très très beau. Hein. Nature et Découverte, on peut le dire, c'est le siège de Nature et Découverte qui a été fait par Patrick Bouchien à la retraite, donc gracieusement, quasiment. Donc voilà, j'invite d'ailleurs tous les architectes à travailler de façon gracieuse aujourd'hui pour pouvoir baisser en fait, le coût d'accession de nos logements. Pourquoi non, ça? c'est une plaisanterie évidemment. Mais très honnêtement, je pense qu'il y a urgence, vraiment pour revenir un tout petit peu de sérieux, on ne peut pas aujourd'hui faire l'éloge de la lenteur. On peut faire l'éloge du temps juste, on peut dire qu'il faudrait qu'en effet, dans nos vies, on retrouve un équilibre. Peut-être qu'on abandonne un tout petit peu le portable et les réseaux sociaux. Je ne dis pas le contraire. Ça, je pense qu'il faut le faire. Mais collectivement, nous sommes dans une époque d'immense ralentissement. Et ce ralentissement, il n'est pas compatible avec le défi qui est devant nous, qui est celui du réchauffement climatique. Et donc, il faut vraiment qu'on se révolutionne. Et il faut qu'on s'y mette de façon beaucoup plus courageuse, de façon très pragmatique. Je ne pense pas que la 5G soit dangereuse. Je ne pense pas que le nucléaire soit dangereux. Et je pense que le charbon, c'est très dangereux. Je pense que le ciment, c'est très dangereux. Vous dites ralentissement, mais au contraire, avec le coronavirus, on a le sentiment qu'il y a une accélération des choses, des prises de conscience. Quand on s'en aperçoit, par exemple, qu'il faut avoir davantage, on en a parlé hier, de souveraineté, retrouver, par exemple, sur le numérique, qu'il faut retrouver peut-être, alors relocaliser, c'est compliqué, mais en tout cas, localiser les circuits courts. Enfin, il y a des prises de conscience sur l'économie circulaire. Enfin, vous n'avez pas l'impression que ça a donné au contraire un coup d'accélérateur? Il y a beaucoup de prises de conscience, mais comprenez bien ce qu'on voit nous aujourd'hui dans le peuple des entrepreneurs dont je fais partie. C'est avant tout énormément d'argent public qui arrive, des centaines de millions partout. Il n'y a plus un ministre qui se promène sans proposer 100 millions. Le ministre qui est en dessous de 100 millions est ridicule aujourd'hui. Donc l'unité, c'est 100 millions plus. Donc moi, je me dis tout simplement, cet argent, excusez-moi, ce n'est pas la richesse de ma génération, et encore moins celle d'Alexandre ou de Patrick. C'est la richesse de nos enfants. C'est l'argent qu'on leur prend. Cet argent, c'est de la dette, c'est du déficit. On va laisser à nos enfants quoi? Un déficit climatique, un réchauffement climatique, une planète polluée, et puis un pays surendetté. Donc je pense qu'il faut aujourd'hui qu'on se retrousse les manches, et j'appelle aux politiques courageux. Je félicite la présidente d'avoir eu l'audace de créer une COP à l'échelle de cette région Île-de-France, qui est plus grande que beaucoup d'États européens d'ailleurs, parce que je pense qu'il faut qu'on se retrousse les manches. Alors, Alexandre Chemenov, votre ville de demain, comment vous la voyez? Lente, rapide, bleue, verte? Non, je pense tout d'abord que cette ville-là existe, puisque la majeure partie, parce qu'on en parle toujours, on parle toujours du lendemain, comme si demain allait être différent. On a longtemps rêvé du meilleur des mondes, et ça a produit le monde dans lequel on est. Et donc moi, je pense que la grande question, c'est de savoir non pas comment on va créer le meilleur des mondes, mais comment on rend le monde meilleur, qui est une ambition qui paraît bien plus mesurée. Les architectes sont des philosophes, hein, vraiment. Hein. Oui, non, mais sans quoi non, mais il y a une petite, oui, peut-être, mais on est confronté à une question qui est la question de la preuve, comme dirait Patrick Bouchin. C'est-à-dire que ce que je raconte, je me dis que je le fais en même temps, si vous voulez. Donc ça donne un engagement, pour employer ce terme, qui est un peu particulier. C'est-à-dire on peut penser, mais c'est une philosophie de l'action, si vous voulez. Alors, c'est-à-dire que mon constat, enfin le constat qu'on peut faire chacun, c'est qu'en fait, c'est la question de l'héritage et de la transmission. C'est celle que Guillaume Poitrignal vient de poser. Qu'est-ce qu'on reçoit et qu'est-ce qu'on transmet? Or, ce que l'on reçoit, c'est la diversité du monde. On dit qu'il faut s'intéresser à la biodiversité, mais on peut aussi s'intéresser à l'extraordinaire diversité des villes et des campagnes, c'est-à-dire l'Île-de-France, qui est faite de villes et de campagnes, et je pense que c'est intéressant de se poser la question à l'échelle de ce rapport ville-campagne, c'est-à-dire ces 12 millions d'habitants sur 1 200 000 hectares, 1 200 000 hectares, ça veut dire que si on les répartissait également, il y aurait 10 habitants à l'hectare. Fort heureusement, ce n'est pas comme ça. Ces 12 millions d'habitants habitent sur 20% de la surface de l'Île-de-France. Et ces 20% de la surface de l'Île-de-France, c'est à la fois la ville de demain et la ville d'hier. Et c'est ce patrimoine
auquel on est confronté. Et la question de la bureaucratie qu'évoquait Patrick, c'est aussi la question dont on envisage l'avenir. On a l'impression qu'il faut faire des plans, organiser des programmes. Et quand on aura bouclé les plans et les programmes, on pourra sortir et regarder ce qui se passe véritablement. On pourrait inverser la question et se dire commençons par explorer le territoire, le parcourir, le regarder, l'apprécier et imaginons à partir de ce qui existe comment on peut le construire, le transformer. Et là, on ne s'occupe pas simplement de la toute petite partie de ce qui est nouveau, mais de l'énorme majorité de ce qui est déjà là. Parce que le changement, quand on parle de la pandémie, elle touche tout le monde, pas seulement les nouvelles constructions, les nouveaux quartiers, ceux qui correspondent à notre programme, à notre ambition ou à ce qu'on se fixe comme projet pour demain. Le stock est plus important que ce qui se produit. Ce qui se produit est assez marginal. Et pas seulement quand Patrick Bouchain parle de l'expérimentation sur des petits projets. Ce que chacun d'entre nous peut faire est moins important que ce qui existe. Donc la question, c'est comment on s'attaque, on se coltine la réalité, finalement. Et comment on fait que le projet devienne aussi une manière de se coltiner la réalité et d'imaginer qu'au lieu de penser le programme, de boucler le budget en amont de tout, en allant sur place, en imaginant, pour reprendre l'exemple du lycée, on parcourrait déjà le site, peut-être ce qui existe, ce que ça veut dire, ce qui est à disposition. C'est ce que j'ai fait récemment à Strasbourg, dans un lieu qui s'appelle la COP Alsace, qui était un endroit depuis lequel on distribuait les denrées dans un circuit court, produit localement pour une consommation locale. C'est un projet de 1911, pensé dans l'Alsace-Moselle d'alors comme une utopie. Et cette utopie, aujourd'hui, que la COP a fermé et cessé son activité, elle reste une utopie de la ville d'aujourd'hui. La question, c'est est-ce qu'on imagine un programme sur ce terrain qui fait une dizaine d'hectares avec 50 000 mètres carrés de construction, ou est-ce qu'on se sert des qualités des constructions, des qualités du site pour imaginer un programme? Je vais prendre un exemple. Les musées de la ville de Strasbourg, je vais aller très vite, cherchaient un bâtiment pour mettre leurs archives. Ça faisait des années qu'ils avaient construit un programme d'archives ouvertes idéal. Ça coûtait un budget qui n'était pas financé. On a récupéré un ancien magasin et en moins de 5 ans, on a livré les archives à 1 000 € hors taxe du mètre carré. Et les archives vont déménager le mois prochain. Donc on aurait été vite, mais on se sera servi du patrimoine existant, de la valeur de l'existant, et on a accepté de réexaminer le programme par rapport au patrimoine. Et René Char disait « Notre héritage n'est précédé d'aucun testament et il faut avoir cette liberté par rapport à ce dont on hérite pour que précisément on puisse envisager la question de la transmission sans dépenser l'argent que nous n'avons pas et sans faire des promesses qu'on ne saura pas tenir. » Et donc, c'est ça la question du rapport à la réalité. Vous êtes d'accord, hein, Patrick, je vous vois sourire et acquiescer. Alors, Paul-Emmanuel Loiret, donc même question finalement, ce demain, vous l'envisagez, vous l'appréhendez comment? Je crois qu'en fait, d'abord je remercie la région pour cette invitation et puis bonjour à toutes et à tous. Je crois que le seul objectif en fait qu'il soit nécessaire de poursuivre, en tout cas de mettre devant nous, c'est notre capacité à créer plus de vivants que nous créons de morts. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la production de la ville, la production de l'architecture, l'expansion des territoires, ce sont des ponctions de matière.
sur nos ressources, essentiellement naturelles. Et cette matière, en fait, nous la transformons. Vous faites du recyclage, hein, c'est ça, hein. Vous Je suis architecte et je fais aussi du recyclage, plein de choses, plusieurs choses. Mais si je peux terminer sur cette idée-là, c'est que en fait, l'architecture est une transformation de matière, une pétrification de matière, comme dirait l'autre, ou de culture. Or, en fait, il est fondamental de considérer que toute cette pétrification de culture ou de matière, elle est en fait une ponction considérable. Et plus nous arriverons à aller dans le sens de la création plutôt de vie que de mort, plus cet objectif sera a priori durable et probablement désirable en fait pour nous. Et ça, bien sûr, il faut le faire vite, mais pour autant, il faut ralentir la croissance. Vous faites la jonction entre les deux. Il faut ralentir la croissance économique des villes, et la croissance et le développement territorial. Et ça, cette chose-là, c'est fondamental. Il faut arriver à jouer sur ces deux choses. Après, je peux vous raconter une histoire, c'est l'histoire du recyclage de la terre que nous développons en Île-de-France. Je ne sais pas si vous voulez que je fasse maintenant ou tout à l'heure. Mais... Allez-y, oui. En fait, très clairement, comme je le disais, l'essentiel, et comme tu l'as rappelé, l'essentiel des matériaux qui sont utilisés aujourd'hui, ce sont des matériaux fortement transformés, c'est-à-dire cuits, coulés, etc., comme le ciment, l'acier, les dérivés du pétrole, etc. Or, en fait, ces matériaux produisent une quantité considérable de gaz à effet de serre. Tu parlais de 10%, en fait, ciment plus acier, c'est près de 15% des gaz à effet de serre. À ça, si on rajoute les PVC, si on rajoute tous les polymères, etc., c'est considérable. Or, le bâtiment, je ne sais pas si ces chiffres ont été dits durant ces 2 jours, le bâtiment, la construction des bâtiments, c'est 20% des gaz à effet de serre. Si on y rajoute à ça l'utilisation des bâtiments, c'est 40% des gaz à effet de serre. Donc nous, architectes ou faiseurs de la ville, on a clairement un rôle considérable en fait dans cette nécessité de diminuer considérablement ces gaz à effet de serre pour lutter contre le réchauffement climatique. Or, en fait, les seuls matériaux que l'on connaît aujourd'hui qui sont capables de considérablement baisser les émissions de gaz à effet de serre, ce sont les matériaux dits bio et géosourcés. Je préfère le mot matériaux naturels, ça a une consonance un petit peu plus poétique. Et j'entends par matériaux naturels les matériaux qui sont faiblement transformés, c'est-à-dire qui ne sont pas cuits, ou qui sont plutôt locaux, qui ont fait peu de distance, etc. Et en fait, ces matériaux naturels sont 4 sortes. Il y a la pierre, il y a la terre crue, il y a le bois et il y a les fibres, végétales et animales. Et cette histoire que je voulais vous raconter se concentre essentiellement sur la question de la terre. En fait, comme vous l'avez dit, je suis architecte, comme presque tout le monde ici. Je suis aussi enseignant, chercheur et je suis entrepreneur. Et avec mon associé, et puis avec un ensemble de partenaires, on s'est posé la question il y a un certain nombre d'années sur comment en fait pouvons-nous construire avec des matériaux bio et géosourcés en Île-de-France, parce qu'il n'y en a pas. Alors il y avait le bois qui a commencé à se développer il y a une vingtaine d'années, mais la pierre a plus ou moins disparu de la circulation, la grande majorité des carrières avaient été fermées, les fibres, il y en avait peu, et la terre, n'en parlons pas. Ça commence à réapparaître un petit peu. Donc on s'est dit, on va essayer d'aider en tant qu'architecte au redéveloppement de ces filières. On s'est concentré depuis une dizaine d'années sur la terre crue. Pourquoi ? Parce que la terre crue, en fait, c'est le matériau le plus vieux du monde. C'est plus de 10 000 ans qu'on utilise en terre crue. La plupart des sociétés du monde connaissent de manière empirique en fait son utilisation, mais en fait on comprend réellement sa dimension physico-chimique que depuis une dizaine d'années, grâce à des laboratoires français notamment. Et donc en fait c'est le moment en fait de développer ça. Et on est tombé il y a quelques années, il y a 5 ans, lors d'un concours Réinventer Paris, puis après Réinventer la Seine, sur la problématique des déblais en fait de l'Île-de-France. Et on s'est rendu compte que grâce à des chiffres issus de la région, Prédec, entre 2015 et 2030, on va extraire à peu près 500 millions de tonnes de terre du sol. 500 millions de tonnes, je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est un tas qui fait 2 fois la hauteur de la Tour Eiffel. Et ça, on va le stocker partout en Île-de-France. Parce qu'on ne sait pas encore en faire, en fait. Alors, on en utilise un petit peu pour des sous-couches routières, on en utilise un petit peu pour divers usages, mais l'essentiel est stocké. Et donc là, après toute l'histoire, c'est de voir comment on peut récupérer cette matière, plutôt que d'aller ponctionner encore des ressources naturelles dans nos territoires, comment on peut récupérer cette matière, la recycler, pour en faire des matériaux de construction qui vont en partie remplacer des matériaux très fortement carbonés comme ceux qu'on évoquait tout à l'heure. Pour moi, il y a encore plus simple, parce qu'il se trouve qu'en Île-de-France, on a de magnifiques forêts.
En Île-de-France, on a de la ville qui se construit, on a des architectes très brillants, parmi les meilleurs du monde, on a des entreprises qui fonctionnent et on a des promoteurs qui, pour X ou Y raisons, d'ailleurs ça s'est construit probablement à travers différents concours qui sont passés, des promoteurs qui ont fait le choix du bas carbone. Et donc on est capable aujourd'hui d'aller chercher, alors je suis d'accord sur la terre crue, mais je pense qu'on est capable aujourd'hui aussi d'exploiter nos forêts. On est capable d'exploiter les forêts d'Île-de-France pour fabriquer la ville. Nous, aujourd'hui, on importe du bois, l'entreprise que je dirige est promoteur bas carbone, donc on importe du bois d'Autriche, il n'y a pas de fatalité. J'aimerais beaucoup qu'on puisse utiliser du bois fabriqué en Île-de-France. On a des techniques aujourd'hui très très modernes de construction qui viennent remplacer le béton armé à travers des voiles de bois lamellé collé contre-croisé, qui d'ailleurs ont été inventés, je le rappelle, par un ingénieur français en 1947, qui s'appelait Gauthier, ont été utilisés par Jean Prouvé à 2 reprises. Ça s'appelait à l'époque le multipli, et aujourd'hui, hélas, comme ça a été abandonné par les Français, ça s'appelle le cross-laminated timber, le CLT. Mais c'est bien une invention française. Il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas refaire des grandes voiles porteurs pour faire de la grande architecture, parce que c'est vrai que je suis d'accord qu'il y a une place pour la terre, mais il faut quand même un matériau porteur, il faut un matériau structurel qui permet de faire le contreventement pour pouvoir faire un tout petit peu de portée, et je pense qu'on peut mobiliser aujourd'hui ces ressources biosourcées dans cette belle région d'Île-de-France. Mais comment alors ? Alors comment ? Je ne sais pas s'il y a la solution, mais il faut aujourd'hui des industriels, il faut accepter d'exploiter raisonnablement la forêt. Il ne faut pas qu'à chaque fois qu'on coupe un arbre, il y ait 25 personnes qui viennent s'enchaîner autour. La vie et la mort, ça fait partie de la nature. Et il vaut bien mieux couper un arbre mûr plutôt que d'attendre qu'il tombe et qu'il s'oxyde. Parce qu'un arbre, tant qu'il est vivant, il y a la photosynthèse, il mange du CO2, il garde le carbone, il rejette de l'oxygène. Une fois que l'arbre est mature, d'abord, marginalement, il consomme beaucoup moins, il mange beaucoup moins de CO2. Et puis ensuite, c'est le phénomène inverse que vous connaissez, qu'on appelle l'oxydation ou la putréfaction. Une forêt non exploitée finit par être neutre du point de vue de son empreinte carbone. Donc il y a un intérêt à faire de nos bâtiments des puits de carbone, c'est-à-dire en fait stocker du carbone prélevé dans l'atmosphère dans nos bâtiments. Et c'est ça tout le propos et tout l'appel que je lance, qui a été entendu par Jean-Michel Villemotte, qui a été entendu par Jean-Marie Dutilleul, qui a été entendu par François Leclerc, qui a pu être entendu aussi par d'autres architectes. Et j'appelle tous les architectes à abandonner la construction polluante pour arriver à la construction avec des matériaux biosourcés, pièges à carbone. Juste avant de vous donner la parole, je voulais vous dire, participez, posez vos questions, intervenez dans le débat. Il y a Jean-Paul Viguier aussi. Si vous voulez, pardon. Isabelle ? Oui. Alors, Isabelle ? Oui, vous êtes où? C'est moi, Yana. Oui, Yana. Alors, je voudrais répondre à Guillaume Poitrinal. Je connais son engagement remarquable pour retrouver des ressources qui ne sont pas le béton et pas le ciment. Moi, je travaille dans des pays qui, le béton, la laine de verre, le ciment, l'école en général, ont déjà critiquement regardé et on cherche de trouver des nouvelles chaînes de fabrication. C'est l'Allemagne, la Suède, l'Autriche. Et vous avez les ressources. Vous avez des bois de Douglas, des chênes de hêtre. On les admire. Hein? Il ne faut pas importer les arbres d'Ibérie seulement parce qu'ils coûtent un peu moins cher. Il faut développer des chaînes de ressources locaux intelligentes, contemporaines, inventifs et qui font modèle pour toute la société, pas seulement pour une élite. Hein? C'est tel quel pour la terre et bien sûr je salue votre engagement pour la terre crue et cuite, mais il y a aussi le brick, hein? Un des matériaux plus réutilisable, plus longévivante et plus durable du monde. C'est pour ça qu'on le garde, le brick, on le nettoie, on le réutilise. Regardez la beauté des travaux de Wangshu en Chine. La brique, en plus, a une valeur, bien sûr, historique. Et dernière petite clarification, Guillaume, je parle d'une ville lente pour la vivre lentement. Cette ville lente est faite par une administration extrêmement
qui marche 24 heures derrière cette lenteur qui donne espace de vie à chacun des habitants. Peut-être je me suis mal exprimée, pardonnez-moi. Non, mais c'est ce que j'ai bien compris. Il se trouve que j'ai produit un petit ouvrage, qui est encore d'ailleurs disponible, je crois, sur Amazon, qui s'appelle « Plus vite, la France malade de son temps ». Vous le trouverez chez Grasset. Et j'ai plusieurs pages sur Armand Rosa, que j'admire beaucoup. Et je pense qu'en effet, le problème de notre société, c'est qu'en fait, on va d'un temps abandonné à un temps historique, à un temps hystérique, excuse-moi, hystérique. Et donc, je pense qu'il faut retrouver un temps juste. Je suis d'accord. Et là, je vous rejoins. Est-ce que vous avez des questions dans la salle? Surtout, n'hésitez pas si vous voulez intervenir. Vous vouliez rajouter quelque chose, je crois. Ah oui, alors, je voulais peut-être terminer cette histoire justement sur la matière. C'est qu'en fait, certes, les matériaux naturels comme bois, fibres, pierre, terre sont des matériaux qui sont très faiblement carbonés. Le problème, c'est d'aller ponctionner encore et toujours des ressources. Moi, les forêts que je vois souvent qui sont exploitées, ce ne sont pas des forêts, ce sont des plantations d'arbres, où il y a seulement 10% de la biodiversité dedans. Et j'aurais tendance à dire, essayons plutôt de travailler avec ce qui est là, ce qui est déjà de la matière, ce qui est déjà de la ressource, et notamment les déchets, pour les réinjecter dans le cycle de la matière, même si bien évidemment ça ne saurait pas être monolithique, et l'intérêt c'est le croisement de ces matériaux. Donc le projet qu'on a développé avec un certain nombre de partenariats qui est financé par l'Europe, avec aussi une aide de la région, c'est un projet qui s'appelle la Fabrique Cycleterre, qui a vocation à récupérer les déblais, notamment du Grand Paris Express et d'autres bâtiments, à les faire sécher, à les transformer en matériaux, en briques, en enduits, en panneaux, etc., pour la construction de demain. Alexandre, vous voulez rajouter quelque chose, Guillaume? Je voulais dire une chose dans le prolongement de ce qui vient d'être dit. Et après, moi, j'aimerais bien que vous me parliez quand même de la ville de demain. Qu'est-ce qu'on va y trouver? Comment elle va être faite? Justement, parce que la ville de demain, elle a un destin lié avec l'agriculture, avec la campagne. Et la région Île-de-France est un endroit dans lequel on peut se poser ce problème. Parce que si on dit on arrête de transformer un seul mètre carré de terre cultivable, un seul mètre carré de zone naturelle, un seul mètre carré de forêt qu'il faut exploiter, qu'il faut, etc. Donc on est bien d'accord, on reconstruit la ville sur elle-même. Quand on transforme un bâtiment, si je démolis une partie de ce bâtiment, comme on le fait à Nancy, je récupère des matériaux. Il se trouve que l'histoire de ce bâtiment fait qu'il est construit en béton avec des fenêtres en PVC et des garde-corps en acier. De deux choses l'une, soit je jette tout ça à la poubelle et je me paye des prestations vertueuses, entre guillemets, soit je fais sur le quartier un atelier de réemploi de ces matériaux pour qu'ils ne partent pas, quoi, et qu'ils soient réutilisés. Et donc la vertu, elle n'est pas absolue, elle est relative. La fenêtre en PVC qui existe, je la jette à la poubelle pour mettre une fenêtre en bois. 2, je réutilise la fenêtre en PVC. Dans cette alternative-là, laquelle est la plus vertueuse? Et de plus, la question qui se pose dans un quartier sensible, dit sensible, un quartier dans lequel la question de la fin du monde et de la fin du mois sont sans cesse confrontées. Si le chantier devient une école de la transformation, c'est-à-dire que c'est un lieu dans lequel on se forme, c'est un lieu d'apprentissage, apprendre à déposer une fenêtre pour la reposer, apprendre à déposer un garde-corps pour le reposer, apprendre à broyer du béton pour refaire du béton. Même si, parallèlement à ça, on peut faire ce que Guillaume Patrinal dit et construire en bois autrement ailleurs, mais toutes ces actions, elles sont plurielles, elles ne vont pas dans un seul sens. Je voudrais revenir sur cette histoire de forêt, juste 2 minutes. Non, mais pas trop longtemps. On a quand même eu une page dans Le Monde qui valait son pesant de cacahuètes cet été, pour ceux qui lisent Le Monde pendant l'été, qui raconte qu'en fait, une forêt exploitée, c'est diabolique. Je vais vous raconter, c'est plein de produits chimiques, c'est mono-espèces, et donc il n'y a pas de biodiversité, et puis que c'est entre les mains du grand capital. Évidemment, le grand capital, c'est la fin du monde, quoi. C'est quand même... Bon, il faut quand même se relaxer là-dessus. Les forêts plantées par M. Colbert, ou plantées par Napoléon III, ce ne sont pas des endroits dans lesquels il n'y a pas de biodiversité.
Aujourd'hui, la plupart des forestiers plantent, quand ils replantent une forêt, ils replantent plusieurs espèces. Donc en fait, quand vous regardez réellement la forêt française, et vous allez pouvoir venir, parce que moi je suis en train de développer un grand logiciel de répertoire de la forêt française. Vous allez venir, vous allez voir. Vous verrez que c'est une mosaïque. C'est-à-dire que cette idée que la forêt française, en fait, les planteurs plantent une seule espèce, évidemment la maladie arrive, ou alors c'est le feu, ou alors c'est le réchauffement climatique et tout crève, c'est faux. C'est faux. Par contre, pourquoi est-ce qu'il faut exploiter la forêt? Je vous explique pourquoi, pour que tout le monde soit très clair là-dessus. Si vous voulez... Je ne vous sens pas aller dans le sujet quand même. Si vous voulez une filière, industrielle qui puisse utiliser les matériaux biosourcés, c'est-à-dire piège à carbone, et remplacer les matériaux aujourd'hui de type béton, vous êtes obligé d'avoir des arbres qui poussent droit. Et pour avoir des arbres qui poussent droit, il faut les planter. Voilà. Si vous faites de la régénération naturelle, vous avez des arbres qui poussent les uns à côté des autres de façon tordue. C'est ce que vous racontent les forestiers, qui ne sont pas des monstres et qui ne viennent pas pour défigurer la nature. Alors cette vision, c'est vrai, parisienne, de la forêt dans laquelle on se promène, il ne faut pas couper un seul arbre et sinon on s'enchaîne autour, très franchement, ce n'est pas une vision d'avenir. Elle me rappelle la vision des écologistes allemands qui ont supprimé le nucléaire pour aller faire du charbon et qui aujourd'hui, franchement, très franchement, tiennent une responsabilité extrêmement sérieuse. D'ailleurs, je suis pour prendre des sanctions internationales contre l'Allemagne qui aujourd'hui pollue avec ses usines à charbon. Pour revenir au sujet, sur la question de la ville durable de demain et la ville désirable. En fait, souvent, la plupart du temps, dans l'histoire, les villes sont l'expression de leur terroir ou de leur territoire. Vous allez dans la plupart des villages de France, et c'est là où souvent les gens veulent aller pendant leurs vacances. Les villages, en fait, sont construits avec des matériaux, pierre, terre, bois, fibres, etc., qui sont issus de l'endroit où ils sont. Paris, en fait, il y a 1000 ans, était construit en terre et en bois. Paris, il y a 300 ans, tout d'un coup, a explosé en pierre parce que la technologie a rencontré la ressource, et donc on a pu extraire facilement et de manière économiquement viable de la pierre. Et donc on a construit Paris, on a construit la ville de demain d'il y a 200 ans. Aujourd'hui, en fait, je reviens sur mon histoire, mais le matériau qui est là et qui croise en fait l'ensemble des données économiques, politiques, environnementales, c'est la terre qu'on a sous les pieds. Et moi, je suis persuadé, et ça c'est la ville de demain que je projette, c'est qu'on pourrait tout à fait imaginer un Paris en terre. Et je ne sais pas si on le fera à 100%, peu importe, et ce n'est pas ma volonté première, mais c'est ça, une possibilité de la ville de demain, c'est une ville construite à partir de ce qu'elle a sous les pieds. Et on pourrait, avec ce qu'on a, vous le rappeliez, des centaines de millions de tonnes, on pourrait construire Paris pendant 1000 ans. Sans aucun problème. Patrick, et peut-être après Jana, parce que je crois que vous allez partir. Non, juste très vite, parce que en effet, qu'on comprenne mon idée du temps long. C'est de dire qu'en effet, la ville, comme l'a dit Alexandre, se construit sur elle-même. Donc ce qui compte, c'est qu'elle soit habitable. Parce que la ville, ça sert à quoi? Ça sert à rendre heureux quand même ses habitants. Donc c'est ça la ville de demain. Alors justement, qu'est-ce qu'on peut faire pour rendre davantage heureux les gens? Est-ce qu'il faut mixer les espaces? Est-ce qu'il faut végétaliser davantage? Concrètement, qu'est-ce qu'on fait? Non, mais concrètement, c'est quoi? Déjà, une ville habitable, c'est une ville dans laquelle on peut habiter au sens qu'on peut être logé. On peut accéder à un loyer, disons, décent pour tout le monde. Non, ça c'est une ville habitable. Mais après, une ville habitable, c'est une ville qui vit sur son histoire. Elle ne peut pas faire abstraction de son histoire. Donc, elle transforme son histoire, parce que l'histoire n'est jamais adaptée totalement à l'avenir. Donc le temps présent, c'est le temps de la transformation du temps passé. Et donc c'est ça le temps long. C'est-à-dire que c'est ne pas de dire, je fais la table rase du passé pour projeter une ville idéale, qui est la ville en effet rapide dans laquelle je dois habiter mieux, c'est de dire, je transforme moi, et pendant que je transforme, je me transforme. Et c'est pour ça qu'il faut faire la ville avec les enfants, et qu'il faudrait donc introduire cette idée que la construction, c'est presque l'acte premier, c'est se nourrir et construire, les deux actes en fait compte les plus importants dans l'humanité. Et donc il faut en effet ramener l'acte de construire ou l'acte de faire la ville, ou y compris analyser ce qui fait que la ville ne peut pas se faire, et y compris de dire qu'un règlement ou une loi n'est pas humaine. Donc il faut parler du droit. Il ne faut pas dire voilà l'abstraction, la bureaucratie, ainsi de suite. Il faut à chaque fois démontrer pourquoi ça n'est pas possible. Donc c'est ce que Alexandre a relevé, c'est faire la preuve. Et pendant que vous faites la preuve, vous enseignez, et pendant que vous enseignez, vous transformez, et vous formez les nouveaux citoyens. C'est eux qui feront la ville de demain, mais c'est nous qui leur laisserons la ville d'aujourd'hui. Et donc, arrêtons de ne parler que de technique. Alors, en effet, pendant ce temps-là, eh ben, il faut avoir des économies d'énergie, des économies de matériaux. Alors, est-ce que l'économie d'énergie
passe par une fenêtre en plastique, ou est-ce qu'il faut mieux pas faire d'économie d'énergie et éventuellement baisser le degré de température du logement? C'est peut-être mieux, parce que s'il faut garder un 22 intérieur et avoir une fenêtre en plastique, et qu'au bout de 10 ans on la jette et qu'on ne peut pas la recycler, et qu'à l'époque on dit qu'il faut mieux faire une fenêtre en bois, mais c'est un truc de fou. Quand je suis venu ici, j'ai essayé de trouver un exemple. Vous vous rendez compte qu'il y avait un camion, il y avait marqué « Je roule à la carotte ». Et Naturalia, bien sûr, bonne conscience et tout. J'ai frappé à la porte du camionneur, je dis « Qu'est-ce qu'il y a dans le camion ?» Il transportait des légumes. D'où ils viennent? D'Espagne. Ce qu'il faut, c'est pas ramener des légumes d'Espagne, plutôt que de rouler à la carotte. Il y en a assez. On est bien d'accord, on est bien d'accord. Eh bien, merci beaucoup à tous. Ce sera le mot de la fin. On peut applaudir nos intervenants. Merci d'avoir participé.